Please listen carefully. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours de vie, tant professionnels que personnels, des femmes, des projets, qu'ils soient d'entreprise, associatifs ou culturels. Vous écouterez de quoi nourrir votre curiosité et vos questionnements sur les autres, le monde et vous-même. J'espère que chaque écoute vous donnera envie de mener à bien vos projets et participera à ouvrir votre champ des possibles. Que cela soit lié ou non aux conséquences de la crise du Covid-19, je sais qu'il y a parmi vous, chères auditrices et auditeurs, des personnes qui cherchent de nouvelles perspectives professionnelles. Alors avant de vous faire écouter l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais prendre 2 minutes pour vous parler des formations proposées par le Wagon, car elles permettent d'acquérir en quelques semaines des compétences hyper valorisées dans le monde du travail, sur le marché de l'emploi et qui sont utiles pour créer n'importe quel projet qui comprend un volet tech. Concrètement, les formations proposées par le Wagon vous apprennent à coder, c'est-à-dire à maîtriser le langage informatique, que ce soit pour programmer un site internet ou créer une application par exemple. Le Wagon propose également une nouvelle formation dédiée à la data science pour celles et ceux qui souhaitent apprendre à gérer de gros volumes de données et les rendre actionnables étape par étape, depuis le langage Python jusqu'à des concepts poussés comme le machine learning. Alors ne vous inquiétez pas, le jargon s'apprend vite. D'ailleurs, il n'y a aucun prérequis de diplôme pour suivre les formations Le Wagon et elles sont ouvertes à toutes et tous. D'ailleurs, j'insiste sur le toutes. Elles durent 9 semaines à temps plein ou 24 semaines à temps partiel et pour info, les prochaines sessions démarrent en juillet puis à l'automne. C'est donc le moment de vous lancer et de candidater sur lewagon.com. Une fois la formation terminée, vous bénéficiez de l'aide du service carrière, vous intégrez le réseau de plus de 7000 diplômés et vous avez accès à une plateforme de contenu pour continuer à apprendre et progresser à vie. Avec le Covid-19, les élèves ont le choix de venir sur le campus ou de suivre les formations en ligne avec le même accompagnement de la part des professeurs dans les deux cas. Le Wagon possède des campus dans 39 villes dans le monde, comme à Paris, Bordeaux, Bruxelles, Montréal ou encore Sao Paulo. Pour découvrir tous les détails des formations ainsi que des témoignages d'anciens diplômés, je vous recommande d'aller sur le site lewagon.com. Et si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à relayer l'info. Dernière chose, à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, juste après les remerciements, vous pourrez écouter un mini question-réponse avec Rebecca, qui travaille chez Le Wagon, à propos du déroulement des formations et des modalités. Voilà, vous savez tout, maintenant place au nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de partager ma conversation avec Amandine Albizati, actuelle présidente d'Enercop, le fournisseur d'énergie 100% renouvelable et locale. Cela ne vous a pas échappé, la crise du Covid-19 a soulevé beaucoup de discussions sur le monde d'après et les tribunes se sont multipliées pour appeler à une urgente transition écologique et sociale. Dans ce contexte, écouter le parcours d'Amandine fait particulièrement écho. Depuis plus de 15 ans, elle consacre sa carrière professionnelle à agir concrètement pour cette transition. D'abord à la NEF, coopérative financière où elle participe par exemple au financement de la marque de basket Veja, puis à travers ses engagements au sein de différentes structures de l'économie sociale et solidaire, et enfin aujourd'hui en tant que présidente d'Enercop. Dans cet épisode, j'ai donc demandé à Amandine de nous parler de comment elle met concrètement son activité professionnelle au service de ses valeurs et de sa vision de la société. Amandine nous rappelle aussi que l'engagement d'une entreprise passe par son organisation en interne et elle partage donc son expérience de la gouvernance partagée. Alors, comment être à l'écoute de toutes les parties prenantes, rester humble tout en voulant changer le monde, soutenir la transition écologique et sociale de notre société sans passer pour une idéaliste, c'est tous les défis dont nous parle Amandine avec passion. Très bonne écoute. Bonjour Amandine. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi et de prendre le temps. Je sais que tu as télétravaillé aujourd'hui, donc c'est très sympa de prendre le temps de discuter avec moi. Avec plaisir. La première question, elle est très simple. Comment vas-tu ? C'est déjà une question compliquée. Ça va bien. J'ai des derniers mois intenses, mais donc là j'attends les vacances début juillet avec impatience. Pendant le confinement, la question que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de médias posaient, c'était « et après ?» C'était de savoir quel allait être le monde d'après. J'ai vu que tu étais d'ailleurs signataire de plusieurs tribunes. Alors je voulais te demander quelle est toi, ta vision de l'après ? Quel monde est-ce que tu défends maintenant et quel est le monde aussi que tu as toujours eu envie de défendre ?
Le monde d'après, moi j'ai l'impression de participer à le construire depuis longtemps. Depuis, en tout cas, moi, de tout mon engagement de vie d'adulte professionnel, il était dans contribuer à quelque chose pour un peu la marche du monde et non, du coup, de poser la question de comment on peut améliorer les choses, comment je peux. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a guidée. Alors, ça s'appelait pas après, c'est sûr, mais en tout cas, depuis un certain nombre d'années, on appelle ça transition. Et donc, la transition, c'est bien le chemin vers quelque part. Et donc, c'est bien un mouvement. Donc, on peut aujourd'hui se dire qu'on a quelques éléments pour préparer l'après. Quand tu parles de transition vers quoi ? Quand je parle de transition, je parle de transition écologique et sociale, de transition de modèle de société. Partir d'un état du monde, de dire que il y a des choses qu'il faut qu'on change, à commencer par les inégalités. Ça, c'était mon premier. Moi, ma venue à la transition, c'était plutôt son côté social et très vite donc un engagement écologique. Maintenant, c'est l'environnement et c'est aussi comment on entreprend ensemble, on fait société, on met en place des activités qui tiennent compte des impacts pour les uns et pour les autres de toutes les parties prenantes. Et ça se traduit, enfin moi dans ce que je fais au quotidien, ça se traduit dans quel projet. Donc moi je travaille pour Enercop, donc une coopérative fournisseur d'électricité renouvelable. Mais il y a donc l'activité, qu'est-ce qu'on apporte, et il y a aussi le comment on le fait. Pour moi, il y a vraiment ces deux choses-là, et on parle aussi de transformation personnelle et transformation collective. Pour moi, ça fait longtemps que ça résonne pour moi. C'est-à-dire le côté on entreprend collectivement, on change la société, mais aussi on se pose beaucoup de questions sur soi, sur moi, qu'est-ce que j'attends déjà, qu'est-ce que je viens faire dans cette aventure-là, qu'est-ce que ça me fait d'être, qu'est-ce que j'y cherche, les relations, et puis à l'intérieur des relations dans une entreprise. Moi, dans ma formation, on appelait ça chacun son bout d'écharpe, c'est-à-dire bien comprendre ce qui se passe pour moi et de pas parler pour les autres. Tu parlais à l'instant de ton engagement dans la vie adulte. Si on fait un petit pas en arrière et qu'on parle maintenant de ta vie ado, à quoi tu rêvais quand tu avais 18 ans ? Quand j'avais 18 ans, je crois que j'avais plusieurs rêves, je sais pas si c'est des rêves, mais je me voyais rat de bibliothèque, parce que j'adorais lire, et j'avais l'impression que je pouvais être heureuse enfermée dans une bibliothèque. Et en même temps, j'avais envie de faire quelque chose socialement, donc plutôt, je sais pas, ça pouvait être 18 ans, ça m'était déjà passé le côté assistante sociale, je sais pas, qui était le premier truc qui me venait pour aider les autres, etc. Mais après, c'était plus, ce qu'on appelle le développement, ONG de développement. Et donc, quand j'ai démarré mes études, c'était vraiment ma visée. C'est pour ça que je faisais une prépa. Déjà parce qu'il y avait de la philo, de l'histoire géo et du français. Il y a des matières que j'aimais bien. Mais aussi parce que ça pouvait me permettre d'agir à partir d'une compréhension de l'économie. Et donc, je me voyais à l'Agence française de développement. Maintenant, je dirais plus ça parce que je connais, mais c'était quelque chose que je trouvais assez noble, ou dans une ONG quelque part, quoi. Tu penses que ce projet professionnel, tu sais qu'il te venait d'où ? Je sais pas exactement, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Je me suis toujours dit que j'allais voyager toute ma vie. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée à quelqu'un de assez sédentaire, donc j'ai pas fait autant au globe-trotter que je le pensais au départ. Je pensais vraiment que ça allait être ma vie. Parce que, je pense de par mes origines, j'ai une maman portoricaine qui ensuite a vécu aux États-Unis, comme beaucoup de Portoricains, mais d'abord à Porto Rico, et qui est arrivée en France au moment de ses études.
donc qui a déjà vécu plusieurs exils en fait entre Porto Rico, États-Unis et France. Et j'ai un papa né en Algérie, pied noir, donc né en Algérie, d'une maman née en Algérie aussi, qui était institutrice. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère était professeure. Et donc pour moi je me sentais déjà un peu d'une culture un peu mondiale qui dépassait les frontières, mais aussi avec un petit peu quelque chose de l'exil ou en tout cas du voyage, de pas être hyper enraciné quelque part. Et toutes ces thématiques dont tu parles, donc le développement, l'engagement social et plus tard l'engagement écologique, c'est des choses qui étaient déjà des sujets pour toi plus jeune, des sujets dont tu parlais par exemple avec ta famille ou sur lesquels tu te documentais? Moi, je pense qu'il y a quelque chose chez moi, du côté de l'empathie, ça c'est sûr, du côté de un peu je pense d'abord aux autres, ça c'était quelque chose qui était fort dans l'enfance. Je pense qu'il y a des racines chrétiennes aussi dans mon histoire, vraiment du côté un peu à la Emmanuel Carrère, je sais pas, le personnage du Christ. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est très présent dans mon quotidien, donc ce que je suis en train de dire, je le raconte jamais. Mais je pense qu'il y a ça qui est présent et le côté faire du lien. Alors je pense que j'ai l'impression que c'est mon métier aujourd'hui, faire du lien et raccrocher je sais pas si c'est des intérêts divergents, mais en tout cas faire du lien, de la médiation. J'ai pratiqué pas mal aussi quand j'étais jeune. Voilà, ce genre de choses qui m'ont donné une place, une capacité d'écoute, parce que je pense que j'ai été amenée à écouter des heures, donc ça je sais bien faire, écouter, faire du lien, et c'est plutôt des qualités qui m'ont amenée à des choses que je fais aujourd'hui, mais qui sont pas, je sais pas d'où elles m'ont été transmises. Tu parlais à l'instant de faire le lien entre des intérêts, donc pas forcément divergents, mais en tout cas différents. Donc tu t'es dirigé vers des études de commerce, tu te spécialises en finance, ce qu'on appelle la finance solidaire, on en parlera après, mais pour résumer, ça vise à financer des projets qui ont un impact social et environnemental positif. Et aujourd'hui, on lit beaucoup d'articles sur des jeunes, je pense aussi que ça concerne d'autres catégories d'âge, mais qui se posent la question de se dire comment est-ce que je fais pour avoir un job qui a à la fois du sens, qui est stimulant pour moi et qui me permet d'être indépendant financièrement. Est-ce que tu t'es posé la question dans ces termes-là au moment où il a fallu que tu choisisses ton premier job? Cette histoire de concilier plusieurs choses dans un job. Oui, cette double exigence qui était d'exiger, de me permettre d'apporter quelque chose, donc de capacité à faire, à changer quelque chose, à apporter et donc à avoir de l'impact. Ça, c'était, mon premier guide, et en même temps une exigence de professionnalisme, d'avoir des responsabilités, une espèce d'exigence professionnelle. C'était les deux choses qui guidaient. Ma première recherche d'emploi, pour moi, c'était... j'avais connu la microfinance pendant mes études de finance. Donc pour moi, c'était vraiment... c'était assez évident. Ça m'avait l'air d'être l'application des deux choses. Et finalement, je suis pas allée directement vers... ce qu'on a appelé la microfinance, le microcrédit, Grameen Bank, etc. J'ai pas fait ça finalement parce que j'ai rencontré tout de suite en fait la finance solidaire et notamment la NEF, qui est donc une coopérative banque éthique, et d'autres acteurs, les clubs Sigal, qui sont des clubs d'investisseurs où on met son épargne pour financer les projets à côté de chez soi, le financement du logement social. Tout de suite, mon premier job, ça a été de travailler dans une ONG, plateforme de la finance solidaire.
Et donc ça me semblait vraiment concilier l'apprentissage des outils financiers et en même temps des outils qui produisent du sens, qui financent des activités porteuses de plus-value sociale, et puis aussi avec tout un tissu d'acteurs que je rencontrais à ce moment-là. Dans les paramètres dont j'ai parlé dans ma question, et donc il y avait effectivement cette question du sens, cette question du parcours professionnel, donc des responsabilités comme tu disais, et il y avait aussi le paramètre indépendance financière, salaire, enfin voilà. Toi, quel est ton rapport à cette composante argent dans le choix de ta carrière professionnelle ? Moi, j'ai été boursière, j'ai fait mon emprunt pour payer mon école, et donc après, quand je suis sortie d'école, il fallait que je rembourse mon prêt étudiant, et donc il fallait qu'un job qui me permette de rembourser mon prêt étudiant. C'était un peu mon exigence. C'était vraiment ma préoccupation. Et donc, je veux dire au niveau financier, c'était pas plus que ça, parce que c'est vrai, quand on est en école, on a des espèces de montants indicateurs de salaire annuel moyen, j'ai jamais regardé ça. Et donc j'étais déjà contente de mon premier salaire, qui était évidemment rien à voir avec ceux de mes collègues qui sont partis faire de l'audit ou du conseil, mais c'était pas une préoccupation, si ce n'est besoin d'une sécurité financière. Donc je serais pas partie monter mon projet, etc. Je suis partie, je suis devenue salariée. Est-ce qu'il y a eu j'ai l'impression que non du coup, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus, une sorte de comparaison justement avec d'autres trajectoires de carrière, parce que je pense que ça peut aussi être une question quand on voit d'autres parcours de gens qui ont peut-être des rémunérations plus élevées que nous ou un statut social différent et qui peuvent parfois empêcher certaines personnes de faire certains parcours. Est-ce que toi, ça a été une question, ou en tout cas, quel est ton point de vue là-dessus ? Alors moi, j'ai un frère on a 11 mois d'écart. On a passé le bac ensemble, les concours de prépa ensemble. Il a fait donc une autre école que la mienne. Et lui, il a fait du conseil et tout de suite, il a monté dans son cabinet, il est devenu partner. Maintenant, il est partner à New York. Donc, je vois très bien ce que ça peut être, une autre trajectoire dans la sphère privée lucrative. Mais déjà, en fait, je savais déjà, même à l'école. Donc à l'école, je savais déjà ce que j'allais faire et ce qui me guidait moi, et peu importe ce qui guidait les autres. Enfin, c'était assez clair pour moi, c'était assez évident. Donc j'ai pas eu de questionnement, si ce n'est j'avais des amis qui, elles, se disaient, moi, je vais faire quelques années en audit, conseil, et ensuite, je switcherai, je changerai. Moi, je me disais clairement que j'allais pas supporter ça, et donc que j'avais besoin de tout de suite de toucher du doigt quelque chose qui vraiment avec lequel je me sentais bien, quoi. Mm-hmm. Après quelques années à la BFS, donc la Bourse au financement solidaire, tu travailles 13 ans à la NEF, si je me trompe pas, qui est donc la coopérative financière, c'est comme ça qu'on décrit l'activité dont tu parlais tout à l'heure. Comment est-ce que tu restes 13 ans dans cette entreprise? Je te pose la question rapport au fait qu'aujourd'hui on a l'impression en tout cas qu'on reste moins longtemps dans les entreprises, mais donc toi, pourquoi est-ce que tu passes du temps là-bas? Qu'est-ce que ça t'apporte, et qu'est-ce que toi t'apportes aussi à ce secteur? Ouais, moi je suis même restée plus longtemps, je pense, parce qu'en fait la bourse financement solidaire était liée aussi à la NEF. En tout cas, j'ai démarré dans les locaux de la NEF en 2002. Et j'ai quitté réellement la NEF en Noël l'année dernière. Donc même si j'étais déjà à Enercop depuis longtemps, mais donc j'ai été très 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 liée à cette coopérative, qui est donc une banque dont l'objet, alors un peu la phrase de la NEF, c'est pour que l'argent relie les hommes. Et tout de suite, quand j'ai rencontré le dirigeant de la NEF donc en 2002. Je me suis dit, il s'appelait Jackie Blanc, quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, qui était à la fois dirigeant avec une vision là où il fallait aller, de l'ambition,
et puis en même temps une sorte de poésie, d'humanité forte. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer les fondateurs de la Nef, qui donc un fondateur qui est décédé quelques mois après, mais que j'ai pu côtoyer, et donc avec une force extrêmement sensible de vision de comment l'argent, donc la finance que j'avais étudié un certain nombre d'années, pouvait être un levier de transformation sociale, donc de transformation non violente de la société, avec un outil de l'argent, de l'épargne, du financement qui est extrêmement riche à plein d'endroits, c'est-à-dire d'abord que donc l'argent, effectivement, ça relie les hommes dans le sens où il y a des épargnants, il y a des porteurs de projets qui ont besoin d'argent, donc une banque, ça fait le lien, c'est un pont entre ces personnes qui déposent de l'épargne mais qui à la Nef ont envie que ça serve à quelque chose, et puis des personnes qui portent des projets. Et c'est aussi donc l'argent un levier pour les accompagner, ces entrepreneurs. Du coup, je me suis trouvée à une place en tant que chargée de crédit. Au départ, je suis arrivée, donc j'ai démarré en tant que chargée de crédit. Et alors, chargée de crédit, c'est assez génial parce qu'en fait, c'est vraiment... Le job, c'est accompagner des entrepreneurs, des femmes, des hommes, des collectifs qui ont envie qui portent chacun leur projet. Et ça m'a permis de rencontrer énormément de super initiatives. On finançait beaucoup de créations d'activités. Pareil, on les accompagnait dans la durée. Donc, je sais pas, moi, les petits entrepreneurs des baskets Véjar, c'était un de mes premiers prêts. Des projets, donc beaucoup de projets agricoles. Donc d'agriculture biodynamique, paysanne, des projets, je sais pas, d'habitat participatif, des projets dans l'énergie, dans l'éco-construction, plein de sphères différentes. Et ça m'a permis de rencontrer énormément de gens qui ont une super énergie, l'envie de faire des choses, le courage d'entreprendre, et avec des difficultés très concrètes chez eux. Et puis, de mon côté, de l'écoute, de l'analyse. Et à la Nef, une importance accordée à cette écoute-là. C'est-à-dire que, y compris même dans ce qu'on appelle la finance solidaire ou la finance, il y a aussi donc la finance à impact. On peut aussi arriver à déterminer des critères, des ratios, de mesure de l'impact. On parle énormément de la mesure de l'impact. En fait, quand on crée un projet, on a quand même pas mal aucune idée de la mesure réelle de son impact. C'est plutôt une énergie, une envie de quelque chose, et aussi une confiance qu'on doit avoir dans la personne. C'est-à-dire, est-ce que cette personne-là, elle va aller au bout de son projet? Est-ce qu'elle va un peu dévier à la première difficulté, ou est-ce que elle va trouver les ressorts pour conduire son projet social en même temps que son projet entrepreneurial? Et donc j'ai trouvé que ce métier était vraiment super enrichissant. Et ce qui est fou, c'est moi je vois mes anciens collègues que je vois toujours, quand on fait des dîners, il n'y a pas un dîner où on me parle pas encore de projets, les derniers projets accompagnés, et donc il y a une sorte de passion à la Nef pour les projets qui sont soutenus. Et en fait, c'est vrai, je me dis souvent que finalement, c'est peut-être, parce qu'après j'ai pris des responsabilités, c'est peut-être quand même un des meilleurs jobs que je connaisse, quoi. Et c'est ce qui a fait que tu as pu rester, donc tu disais plus de 13 ans là-bas. Alors, je me suis quand même longtemps demandé, mais qu'est-ce que je fais encore là? Parce que quand même, j'en voyais, moi, évidemment, autour de moi, ça arrivait, repartait. Je m'en vais pour aller faire du pain, je sais pas où. Il y avait tous ceux qui allaient faire leur tour du monde, ou qui lâchaient pour monter leur propre projet.
Et donc moi je me disais mais pourquoi moi je suis encore là et en fait effectivement je suis rentrée au comité de direction d'abord j'ai pris la direction du bureau de Paris, de la délégation de Paris. Ensuite, donc du coup, j'ai découvert, assez rapidement en fait le management, la responsabilité des engagements, qui était autre chose que celle d'écouter les entrepreneurs, mais donc plutôt de décider des octrois de crédit. Et ensuite, j'ai élargi mes fonctions plutôt sur le côté les partenariats avec toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, les réseaux. Donc, je suis rentrée au comité de direction. Donc, je gérais les relations institutionnelles. Et puis, j'appuyais le développement de la Nef en tant que banque, parce que c'est un parcours du combattant de créer une banque en France. Donc on nous attend pas du tout pour ça. C'est très régulé avec des institutions qui ont un autre paradigme, celui où une institution financière pour perdurer, il faut qu'elle offre une rentabilité de ses fonds propres, une rentabilité de ses actionnaires. Que si elle fait pas ça, elle se met en danger. Alors que le projet de la Nef, c'était plutôt de donner du sens à l'argent. Et donc, t'as trouvé finalement pourquoi est-ce que toi, tu t'avais pas voulu lancer ton projet ou faire autre chose? Quand tu disais, je me demandais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que t'as trouvé comme réponse à ça? Des projets, j'en ai lancé beaucoup. Par exemple, Enercop, on pourra en parler évidemment, mais j'étais participé à la création en 2005. Mais on a créé aussi Énergie partagée, donc avec l'équipe d'Enercop, qui est tout un mouvement d'installation d'énergie citoyenne, c'est-à-dire d'énergie renouvelable, de projets portés par les collectivités, les habitants. Donc, on a créé un fonds d'investissement solidaire qui donc collecte de l'argent auprès d'épargnants, de particuliers qui prennent quelques actions et on finançait des projets d'installation. Aujourd'hui, Énergie partagée, c'est un très beau projet avec plus de 5000 actionnaires, plus de 20 millions d'euros de capital collecté. J'ai participé aussi à la création de Terre de Liens, qui est une foncière, donc un fonds aussi d'épargne citoyenne qui permet de financer l'installation de fermiers en bio pour répondre aux problèmes de l'accaparement des terres, aux problèmes de la bétonisation, la disparition des terres. Il y a à peu près 200 fermes qui disparaissent chaque semaine en France. Donc, j'étais très heureuse d'accompagner la création, le développement de Terre de Liens. Donc, j'étais administratrice un certain nombre d'années. Aujourd'hui, c'est un super mouvement avec une cinquantaine d'associations locales. Un fonds de plus de 50 millions d'euros. C'est des projets très riches, très réjouissants. Et donc, oui, il y a l'entrepreneuriat individuel, mais l'entrepreneuriat collectif, c'est aussi très riche. Complètement, et c'est justement le sujet dont je voulais qu'on discute ensemble, qui est assez lié. Sur ton profil LinkedIn, tu dis notamment que tu travailles à construire de nouveaux modes d'organisation en gouvernance partagée, avec un fort intérêt pour l'analyse des pratiques et la psychosociologie. Donc tu nous diras après ce que tu entends par là, mais justement sur cette idée de collectif et d'entrepreneuriat collectif, est-ce que tu penses que c'est d'avoir travaillé dans des entreprises qui sont sous des formes de coopératives, que ce soit la Nef ou aujourd'hui Enercop, qui t'a permis aussi de pouvoir lancer ce type de projet? Parce que souvent dans les entreprises, entre guillemets, plus traditionnelles, ou en tout cas le modèle dominant, l'initiative est moins collective que du haut vers le bas. Et est-ce que c'est ça aussi qui freine l'initiative des salariés, par exemple? Alors, il y a divers modèles. Moi, je suis pas pour dire qu'il y en a qu'un. Donc, je dirais pas qu'il faut être absolument une coopérative ou maintenant une société coopérative d'intérêt collectif comme Enercop pour entreprendre, pour faire les choses bien. Donc, moi, je suis administratrice du mouvement des entrepreneurs sociaux depuis la création en 2010. Dans ce mouvement-là, il y a énormément de modèles différents.
très souple et des projets en gouvernance partagée. Il y a différentes façons de faire, mais clairement, le monde coopératif a encore peut-être des choses supplémentaires dans le sens de la conciliation de manière organique dans l'entreprise des intérêts de ses parties prenantes. Là, vraiment, pour le coup, dans Enercop, on appelle ça le multisociétariat, c'est-à-dire que dans la coopérative, il y a des catégories de sociétaires. Donc, sociétaires, c'est comme des actionnaires qui ont des parts sociales. Et donc, le multisociétariat, c'est fait pour internaliser presque les conflits d'intérêts, enfin la conflictualité à l'intérieur de l'entreprise pour trouver l'intérêt général en fait des parties. Et donc dans le Enercop, donc il y a les consommateurs, il y a le collège des consommateurs, des producteurs, des collectivités, des salariés, des partenaires, et donc ça permet à l'intérieur même du statut de l'entreprise de gérer ces différents intérêts. Ça c'est une facette dans la culture Enercop. Il y a encore d'autres facettes justement sur cette question du participatif. Donc il y a à la fois le côté participatif des sociétaires. Donc dans le réseau Enercop, il y a 45 000 sociétaires. Donc comment faire participer 45 000 personnes à la vision et à la façon dont on fait avancer le projet. Donc ça c'est évidemment une chose très importante et un vrai challenge. Mais il y a aussi toute la vie salariée. Chez Enercop, il y a 208 salariés, mais sur 11 coopératives, donc pas dans une seule, mais dans un réseau de coopératives, parce que il y a une dimension supplémentaire qui est l'ancrage local, qui est très important dans cette vision de la transition environnementale. Il y a aussi le lien au territoire qui est important. Et donc, comment on fait grandir une entreprise qui a aujourd'hui 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, presque 100 000 clients, mais avec une dimension très forte de l'ancrage local, de l'adaptation au territoire. Donc, être à la fois une entreprise de croissance, mais aussi écouter le terrain. Donc, tout ça donne un projet extrêmement riche et qui m'intéresse aussi effectivement dans la vie du collectif, donc comment on fait marcher tout ça. Donc quand je parle de psychosociologie, c'est parce que les institutions, elles ont une culture propre, elles ont des dynamiques de groupe, et moi ça m'intéresse beaucoup de regarder ce qui s'y passe, d'essayer de regarder des choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder dans la dynamique collective, dans l'entreprise. Tu penses à quoi, par exemple? Je pense à la place de l'individu dans le collectif. Dans un projet qui a cette ambition de participer à changer le monde, les salariés qui viennent, ils viennent pas pour le salaire, parce que d'abord chez Enercop, on a une échelle de salaire de 1 à 3. On a des salaires qui sont élevés, enfin par rapport au marché, sur le salaire minimum, sur le salaire d'entrée à Enercop, qui est à 2600 € brut aujourd'hui. Et on a donc une espèce d'échelle des salaires écrasée, donc avec des salaires de cadres qui sont en dessous du marché, quelquefois bien en dessous sur certains postes. Donc les personnes, elles viennent pas chez Enercop pour le salaire, mais elles viennent pour participer à changer le monde. Et donc c'est pas rien d'être dans cette dynamique de collectif où il y a énormément de décisions prises collectivement et une attention portée à la prise en compte de la parole de chacun. Et du coup, cette gouvernance partagée, elle se vit même dans n'importe quelle réunion. C'est-à-dire que dans une réunion, il y a des tours de parole, il y a des moments de clarification, des moments d'expression de ressenti, donc des moments d'expression d'objection, de bonification, etc. Donc c'est très... Il y a une sorte de science de la circulation de la parole et de la prise de décision collective. Je trouve ça intéressant, moi, intellectuellement, d'observer ce qui s'y passe. C'est pas forcément tout rose non plus. Donc, on a beau avoir, même affiché sur les murs, il y a les accords Toltec, il y a le côté non-jugement. Forcément, ça arrive.
Il y a aussi ça à gérer. Il y a le poids du collectif, il y a le poids d'un projet. Quand le projet, c'est la transition énergétique, on a une espèce de Graal qu'on n'atteint jamais parce qu'en fait, on est quand même dans le pays du nucléaire, un système énergétique extrêmement centralisé, même si aujourd'hui, il y a plus de 50 fournisseurs, donc on est d'électricité. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui, mais il n'empêche que ce modèle coopératif qu'on défend, c'est clairement pas le modèle. Comment justement, sachant que c'est hyper complexe comme système, parce que tu le disais, il y a beaucoup de gens à écouter, il y a beaucoup de gens à faire parler, il y a aussi quand même beaucoup de décisions à prendre, c'est-à-dire que tu le disais à l'instant, il y a beaucoup de fournisseurs d'énergie, donc tu es quand même dans un environnement qui est concurrentiel, et forcément, prendre en compte la parole de chacun, c'est du temps, etc. Comment est-ce que tu fais pour concilier à la fois l'impératif de marcher, enfin d'être quand même dans un système concurrentiel, et en même temps, tout ce qui fait que vous êtes une société, comme tu le disais, une coopérative, où l'implication de chacun dans le collectif est hyper importante. Et c'est tout l'enjeu de concilier ça. C'est tout l'enjeu de se donner le temps de cette gouvernance partagée, de faire mûrir des décisions, de faire énormément de concertation, d'écoute et en même temps de trouver les bonnes modalités de prise de décision, d'agilité, parce que aujourd'hui on est dans un contexte qui change énormément autour de nous, qui s'accélère. En tout cas pour quand on est fournisseur. Bon, je parle pas du confinement qui a encore un impact très fort sur notre métier. Mais déjà avant, c'est pas facile pour un client de s'y retrouver. Donc aujourd'hui, des offres vertes, il y a une trentaine de fournisseurs qui ont une offre verte. Donc quand on a créé Enercop, on était déjà les seuls concurrents d'EDF et GDF en 2005, avec l'ouverture du marché de l'électricité. Donc aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui naissent partout. Il y a le modèle Enercop. Il est pionnier et il a inspiré plein de jeunes acteurs sur le côté circuit court et donc en contrat direct avec des producteurs. Donc l'électricité que l'on vend, on l'achète donc pour Enercop à un peu plus de 300 producteurs ENR en France. Aujourd'hui, on a une question de lisibilité de ce que fait Enercop, de la différence donc d'impact de nos activités, de ce que un contrat Enercop, ce que ça produit comme ce qu'on appelle nous additionnalité, c'est-à-dire comment un contrat de quelqu'un amène vraiment à changer le paysage énergétique. Donc on a clairement un enjeu là de différenciation avec un projet qui est très complet pour nous, qui est à la fois social, écologique, sociétal. Donc il faut pouvoir le rendre lisible et donc pouvoir l'adapter. Ça, c'était ta question de comment on fait pour être une jeune entreprise de croissance qui, voilà, nous on fait un chiffre d'affaires qui grandit de plus de 30% par an. Donc on grandit, on recrute, donc on doit s'adapter en permanence. On est finalement une entreprise informatique comme beaucoup d'autres entreprises puisque le numérique c'est quand même une activité centrale. Être fournisseur, c'est produire des factures d'électricité. Puis on a envie de fournir de plus en plus d'informations à nos consommateurs sur leurs factures pour les aider à faire des économies d'énergie. Donc comment est-ce qu'on concilie ces enjeux d'entrepreneuriat avec du participatif, donc entendre la voix des salariés, entendre la voix des sociétaires? C'est à la fois, je pense, une très grande force du projet parce que c'est une des bases de sa résilience. C'est-à-dire que le projet Enercop, il est porté par 45 000 sociétaires. Ça veut dire que les consommateurs, il y en a la moitié qui prennent des parts sociales. Donc quand on prend des parts sociales, en général, c'est qu'on a envie de rester dans la durée. Donc on va pas changer de fournisseur du jour au lendemain. Donc on a une certaine fidélité. Par ailleurs, ce sont aussi nos principaux financeurs, les consommateurs. Donc ils nous apportent des parts sociales, des titres participatifs pour financer notre activité. Et donc cette modalité de financement, ça amène de la résilience parce que de l'autonomie. Et en fait, les personnes qui mettent de l'argent, c'est des personnes qui souhaitent non pas juste la réussite de l'entreprise, mais qui souhaitent la réussite du projet social.
Parce qu'en fait, quand les sociétaires donc, mettent de l'argent dans Enercop, ce qu'ils gagnent, entre guillemets, c'est un droit de vote, c'est ça? Et c'est pas une action dont ils vont tirer forcément un profit à un moment donné. Bah alors déjà tirer profit, on peut pas dire ça tout à fait parce que on a aussi des tarifs qui sont supérieurs à ceux de nos concurrents. Bah ça, du coup, le consommateur il gagne pas d'abord par un coût moindre. Ouais. C'est pas ça qu'il gagne. Il gagne plutôt de savoir parce que d'abord il y a de la transparence dans le projet Enercop, donc il a l'information de d'où vient son électricité, de qu'est-ce que le fait d'avoir choisi Enercop permet comme nouvelles installations, donc de changer quelque chose. Et puis par ailleurs de savoir que donc c'est une entreprise sans but lucratif, donc elle n'enrichit personne si ce n'est le collectif. Ouais, ça permet à la fois au consommateur déjà d'être tranquille par rapport à sa consommation, mais aussi soit de s'engager pour certains, enfin d'être acteur. Être acteur, c'est très très important parce que on reprend le pouvoir sur sa vie, son mode de vie, et dans la transition citoyenne, c'est aussi ça qui est très important. Enfin, à l'ANF, c'était pareil, c'est retrouver du pouvoir sur son argent, parce que quand on met son argent à la banque, on sait pas du tout ce qui devient. Et quand on commence à être un peu un consommateur, un citoyen, enfin une personne, une femme, un homme qui se demande un peu c'est quoi cette société dans laquelle on vit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que quand même on arrête d'aller dans le mur. Déjà de savoir que son électricité, son épargne, qu'on peut aller au magasin autour de chez soi ou à la map chercher son panier là, comme il faut que j'aille chercher mon panier. Mais ça, en fait, ça permet de se sentir un peu mieux dans sa vie. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je ressens. Toi, ce que tu cherches, c'est de la cohérence entre l'idéal, en tout cas le modèle de société dans lequel tu as envie de vivre et ce que tu fais au quotidien, que ce soit dans ton travail, dans ta façon de consommer ou dans ta façon d'être avec les autres. Alors, je me méfie beaucoup de l'idéal. Ouais. Je me méfie beaucoup de l'idéal parce que d'abord, je vois que ça génère pas mal de souffrance au quotidien. Je le vois en tout cas dans gérer une entreprise, on est loin d'atteindre un idéal. Et quand les personnes recherchent un idéal, d'abord ils sont jamais contents. Donc ça, je le côtoie au quotidien. Et en fait, ça crée la souffrance parce que des fois, on sait même plus reconnaître ce qu'on fait de bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on se dit au quotidien. Enfin, si on pouvait se féliciter de temps en temps, voilà, se dire merci, se dire bravo, parce que l'idéal, c'est sûr qu'on l'atteindra jamais. Enfin, quand même, puisque quand on voit la société, le monde dans lequel on est, il est loin d'être idéal, c'est sûr. Oui, il y a la notion de cohérence, ça me parle, et je sais pas, on peut pas appeler ça de connexion, mais de quelque chose aussi qui est en cohérence avec son intériorité, quoi. Pour moi, c'est important, et ce qui est important aussi, c'est qu'on est des femmes et des hommes, et donc c'est quelque chose on est humain, quoi, et donc on fait ensemble, on travaille ensemble chaque jour, et avec les forces et les faiblesses de chacun. Et si on pouvait s'appuyer là-dessus, accepter les faiblesses, s'appuyer sur les forces, les valoriser, c'est quelque chose qui est pas si évident à faire. Donc, je rajouterais que la notion d'humilité aussi, elle est importante dans l'entrepreneuriat, où on fait son petit colibri, ou on fait ce qu'on peut, mais c'est pas beaucoup plus que ça, quoi. C'est intéressant que tu dises qu'il faille se méfier de l'idéal. Sur cette notion justement d'idéal, il y a quelque chose qui me vient en tête quand on discute, c'est que j'ai l'impression que quand on a des discussions avec des gens qui partagent pas forcément cette vision du monde et toutes les valeurs dont on a parlé dans cette conversation, et justement rapidement ils peuvent te qualifier ou qualifier quelqu'un qui aurait ce discours d'idéaliste, de quelqu'un qui vit dans une utopie, de pas en connexion avec le réel. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire quand les gens disent ça, quand ils disent « Oh, mais c'est pas le vrai monde, celui que tu décris ou celui dans lequel tu vis ?» J'entends ça, hein. Je trouve ça intéressant
de voir que moi je gère un fournisseur d'électricité, il y a rien de plus concret que ça au quotidien. Donc et toutes les activités auxquelles j'ai pu contribuer, c'est des choses très très concrètes, de nous fournir de l'électricité, de nous fournir donc de l'alimentation, donc de produire. Et c'est clair que là on a un souci en fait de reconnaissance de cette économie qui est une économie réelle et plus réelle peut-être presque que d'autres, que quand on lance des startups, des bulles spéculatives, en fait, on lance des entreprises qui créent rien du tout, enfin, comme valeur. Donc, au contraire, moi, je trouve que je travaille dans une économie extrêmement réelle, qui répond à des besoins sociaux et qui s'inscrit dans un monde de marché. Enfin, on n'est pas du tout en dehors de l'économie de marché. Donc, mais je vois bien que c'est quelque chose qu'il faut qu'on n'arrive pas en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire à faire entendre. On ne sait pas le faire entendre ni des décideurs politiques, ni des grands institutionnels privés. Enfin, moi, j'ai fait du plaidoyer à l'AMF, à l'Autorité des marchés financiers. Et oui, ils nous regardent de haut, c'est un autre monde. De temps en temps, il y en a un qui arrive à comprendre un peu ce qu'on raconte. Mais donc on le fait. Au contraire, on est assez conscient en fait des rouages, des enjeux, parce que clairement, on est obligé d'innover pour les contourner, ou en tout cas mener des activités qui sont pas prévues, pour lesquelles le système est pas prévu, quoi. Et qu'est-ce qui manque pour y arriver? Puisque tu dis on n'y arrive pas, à un moment donné, le message passe pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y arriver? D'abord, montrer que c'est un écosystème, que c'est un vrai système économique, donc qui couvre tous les champs de la vie réelle. Trouver des synergies entre ces acteurs-là, qui quelquefois sont un peu le nez dans le guidon, donc s'occupent de leur modèle, mais se disent pas que ils pourraient trouver des fournisseurs, des partenaires, et choisir en fait leurs partenaires, leurs financeurs, leurs banquiers, etc. Enfin, donc nourrir un écosystème, ça c'est quelque chose qui est une des clés. Parler d'une seule voix. Donc pouvoir délivrer un message cohérent, et ça c'est pas évident parce que oui, il y a des guerres de chapelle, chacun a son modèle qui est meilleur que celui du voisin. Puis, il y a un petit peu sortir de soi pour aller faire des alliances. Donc faire des alliances, et puis pour moi on peut s'appuyer sur les citoyens. Je pense qu'on aura plus à trouver comme appui que changer la loi. En général, ça se fait avec un train de retard. Les acteurs privés plus importants, dans certaines actions auxquelles je participe, il y a cette ambition, par exemple au MOVE, au Mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc je suis pour le faire avec une vigilance sur qu'est-ce que ça crée réellement, mais je pense que oui, il faut dépasser les frontières et faire confiance aux citoyens. On en a beaucoup parlé. Tu as des sujets qui te prennent beaucoup de temps et d'énergie, donc de concilier ces impératifs professionnels avec tous ces impératifs de vision de la société. Tu dois aussi beaucoup innover parce que forcément c'est des choix qui sont peut-être pas aussi documentés que, je dirais, les choix de management un peu plus à nouveau traditionnels, mais c'est-à-dire dans le modèle dominant. Donc qu'est-ce qui te nourrit? Où est-ce que tu vas chercher de l'inspiration pour sans cesse t'inspirer, trouver des nouvelles solutions, des nouvelles idées qui vont dans le sens de tout ce que tu fais? Je pense que déjà je vis dans une certaine effectivement cohérence entre mon mode de vie et mon travail. Je ne vis pas la schizophrénie que d'autres peuvent vivre au quotidien et que je soupçonne d'être très difficile. Voilà, ma façon de vivre dans mon quartier, avec mon jardin partagé, mon AMAP, mes voisins, mon association de la rue, enfin, je veux dire, tous les circuits courts qui nous entourent aujourd'hui. Il y a énormément de richesses locales, donc je crois beaucoup dans le local.
Je trouve que à partir d'un lieu, on peut tisser beaucoup de choses. Donc il y a toute une vie locale. Mes enfants, ils connaissent bien Enercoop, ils connaissent bien la nef. Alors bon, ils aimeraient en entendre un peu moins parler, mais disons que voilà, il y a une cohérence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, même si évidemment il y a des points d'attention à avoir là-dedans, parce que c'est pas toujours facile de mettre des parois étanches dans les sphères de sa vie. Et puis après, l'inspiration, je veille toujours à être accompagnée. Je crois beaucoup dans le travail sur soi-même. Je crois beaucoup dans l'aide des tiers. Je suis très fan de psychanalyse, de psychosociologie, d'apports divers et variés. Moi, je trouve qu'on a la chance de pouvoir bénéficier du savoir d'autres personnes, et on n'arrive jamais tout seul, en fait, à rien. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Moi, je fais rien toute seule. Je m'appuie beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui à la fois m'inspire, crée des résonances. Voilà, et puis soutien dans les moments moins faciles. Donc j'ai pas mal de ressources comme ça. En général, quand ça va pas, je me trouve toujours un système, en fait, j'échafaude des plans pour faire face à l'adversité. Voilà, mais et évidemment je pense qu'il y a une dimension dans la famille, dans l'amour, qui a une place dans la vie et qui est importante pour accompagner au quotidien. Et quand je suis accompagnée au niveau professionnel, évidemment qu'on fait des liens entre le personnel, le professionnel, parce qu'il faut gérer les deux en même temps, quoi. Pour terminer, je t'ai posé des questions au tout début de notre conversation sur toi, quand tu avais 18 ans, à quoi tu rêvais, comment est-ce qu'est né ton engagement et la source de tes valeurs. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec justement des gens qui, quel que soit leur stade de leur vie, j'allais dire, avec des jeunes, parce que là on approche un peu la période du bac, et je trouve que c'est toujours un moment où on se rappelle un peu de soi quand on était plus jeune. Mais qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message vraiment sur le parcours professionnel, et quels conseils tu pourrais donner sur comment est-ce qu'on allie ce dont on parlait au début, à la fois trouver son indépendance financière, trouver du sens et avoir un job qui nous anime. Est-ce que là-dessus tu aurais des choses que tu aimerais partager? Je trouve que c'est difficile, parce que rien ne vaut l'expérience et l'expérience que chacun, voilà, du chemin de chacun. Donc ça, c'est chacun son chemin. Donc évidemment, il y a les rencontres, l'inspiration, ça compte beaucoup. Après, moi, ce que j'apprends, moi, c'est d'écouter mes intuitions. Et je pense que j'ai tardivement appris ça, c'est-à-dire à combien, en fait, les intuitions, c'est très fort. Après, moi, j'ai un esprit dialectique, donc j'ai mes intuitions. Après, je bataille avec, et finalement, peut-être qu'à la fin, elles arrivent à quand même rester là. Mais c'est quand même plutôt croire en soi-même. Ça a l'air bateau comme ça, dit comme ça, mais c'est vraiment un travail de sa propre intuition, nourrir sa propre énergie, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup, Siam. Merci beaucoup à Amandine d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé avec sincérité son parcours et ses engagements. Toutes les références de l'épisode sont en barre d'infos et sur le site generationxx.fr, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Maintenant, comme promis dans mon message d'introduction, je vous laisse écouter un rapide question-réponse avec Rebecca, directrice marketing chez Le Wagon, afin que vous sachiez tout sur les formations proposées. Bonne écoute! Bonjour Rebecca, pour commencer, quel est le profil des gens qui font Le Wagon ? Les personnes qui font Le Wagon ont des profils très variés.
Ce sont souvent des personnes qui ont déjà un peu d'expérience professionnelle et qui souhaitent soit se reconvertir, soit acquérir des compétences techniques pour agrandir leur champ de compétences dans leur job, soit lancer leur projet. On a également des étudiants ou de jeunes diplômés qui veulent compléter leurs études avec une brique technique. Quels sont les critères de sélection pour les formations ? Le critère de sélection principal, c'est la motivation. Les formations sont assez intenses, elles requièrent un fort niveau d'attention. Et comme les étudiants codent avec un partenaire différent chaque jour, que les 10 derniers jours sont dédiés à la création d'un projet en équipe, c'est hyper important pour chaque promotion d'avoir une bonne dynamique de groupe. En dehors de ça, il n'y a pas de prérequis technique pour la formation en développement web. Et pour la formation en data science, il est nécessaire d'avoir quelques connaissances en mathématiques et en programmation. Combien coûte la formation et quelles sont les options de financement ? La formation coûte entre 6 000 et 6 900 € en fonction des villes. Et chaque équipe va accompagner les étudiants qui le souhaitent dans leur recherche de financement. On a diverses options de financement possibles. En France, par exemple, la formation en développement web du Wagon est inscrite au RNCP, donc les étudiants peuvent utiliser leur CPF pour la financer en partie. On est également enregistré au Datadoc. Notre formation est donc validée par les OPCO, ce qui ouvre d'autres types de financement. La plupart de nos étudiants qui sont inscrits à Pôle emploi bénéficient de l'AIF. Et certains étudiants parviennent à faire financer la formation par le fonds GESIF. On a également un partenariat avec BNP Paribas qui offre des conditions de prêt très avantageuses pour tous nos étudiants. Dans tous les cas, nos équipes sont présentes pour accompagner tous les étudiants dans cette recherche. Quel est l'avantage d'une formation payante versus les ressources gratuites sur Internet ? Les formations du Wagon sont assez intenses et compactes, 9 semaines à temps plein ou 24 semaines à temps partiel. Il y a un début, une fin, un curriculum éprouvé, des professeurs de haut niveau. Les étudiants et étudiantes apprennent brique par brique avec une finalité, savoir coder une application web de A à Z ou être autonome dans leur projet de data science en fonction de la formation. Au Wagon, on apprend en faisant. Après chaque cours du matin, les étudiants codent sur des challenges sur notre plateforme en ligne, ce qui leur permet de mettre en pratique ce qu'ils apprennent chaque jour. Ils sont aidés par les professeurs assistants dès qu'ils sont bloqués. Pendant les 10 derniers jours, les étudiants travaillent sur un projet concret qu'ils présentent lors du Demo Day. Après la formation, ils sont accompagnés par le service carrière s'ils souhaitent trouver un emploi. Ils appartiennent à une communauté de plus de 7500 alumni avec qui ils échangent et s'entraident constamment. Au Wagon, on n'apprend pas juste à coder, on vit une expérience qui marque une étape dans sa vie et sa carrière. C'est donc à mettre sur un tout autre plan que les ressources gratuites en ligne qui sont très bien pour parfaire ses connaissances ou au contraire pour tester son appétence pour le code. Et enfin pour terminer, que font les diplômés après le Wagon ? Après le Wagon, chaque alumni a sa propre trajectoire. De nombreuses personnes se reconvertissent, trouvent un emploi en tant que développeur, product manager, data scientist ou data analyst. Certains entreprennent, parfois d'ailleurs à partir du projet codé pendant les 10 derniers jours au Wagon. Certains choisissent de se lancer en freelance. Parmi eux, beaucoup deviennent teaching assistant au Wagon pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris, transmettre leur savoir aux nouveaux étudiants. Et certains retournent dans leur job avec les nouvelles compétences qu'ils ont acquises et qui leur permettent de mettre en place de nouveaux projets. Merci beaucoup Rebecca, merci à vous pour votre écoute. Toutes les informations sur le Wagon sont en barre d'infos sur le site generationxx.fr et sur les réseaux sociaux de Génération XX, en particulier le compte Instagram @GenerationXX tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, prenez soin de vous et à très vite.